Léon Weinstein était notre invité aujourd'hui. Bonjour Léon, ravi de vous voir. Bonjour, merci à vous aussi. Je suis toujours heureux de venir à Polytech. Juste avant notre enregistrement, ASJ Press annonce que la Maison-Blanche a déjà officiellement informé ASJ Press qu'elle considère la guerre en Iran comme terminée. Cette déclaration a été faite malgré la présence des troupes américaines dans la région. Léon, qu'en dites-vous? C'est purement sémantique, rien de tel. En fait, aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Le délai légal de 2 mois pour que les présidents mènent des actions militaires sans l'autorisation du Congrès. Le Congrès n'a pas donné ces autorisations, et il me semble que personne ne les lui a demandées. Et donc, selon la bonne tradition, je n'aime pas cette tradition, c'est un peu de l'ironie de ma part. Selon la bonne tradition des présidents des États-Unis d'Amérique depuis les 50, 60, 70 dernières années, ils trompent. Ils jouent sur la sémantique pour tromper le Congrès, le peuple et eux-mêmes. Par exemple, lorsque Kennedy a imposé le blocus de Cuba afin de ne pas tomber sous cette loi, ce qu'on appelle chez nous, disons, la loi sur la déclaration de guerre, il l'a appelée des inspections. Aux abords. Nous disons, une seconde, c'est ça le blocus? Non, le blocus est une chose. Le contrôle aux abords en est une autre, et pour cela, je ne devrais pas avoir besoin d'autorisation. Donc, quand Clinton a bombardé Bucarest, et d'ailleurs, il a complètement détruit là-bas des ponts, des centrales électriques, tout ce que tu veux, n'est-ce pas? Alors il a déclaré que ce n'était pas une opération militaire, mais que cela s'appelait la protection de la minorité musulmane. Et il dit « mais avec une opération militaire ». Il répond « non, c'est juste une protection ». Autrement dit, oui, donc, à plusieurs reprises, sous différents présidents, 5 présidents l'ont fait, Obama, y compris Ronald Reagan, 5 présidents l'ont fait, à plusieurs reprises. Le Congrès et des membres du Congrès ont essayé de porter l'affaire devant les tribunaux, mais les tribunaux ne veulent encore pas s'en mêler, la situation est très délicate, et donc les tribunaux refusent. Autrement dit, tu appelles simplement quelque chose autrement. Tu dis qu'il n'y a rien de tel, que vous n'avez attaqué personne, qu'il n'y a pas de guerre, donc il faut considérer cela comme une pure tromperie. Oui, puisque beaucoup se sont demandé dans quelle mesure cette déclaration est une réalité ou simplement une astuce juridique, comme vous l'avez décrit, pour que ce délai de 60 jours, oui, oui, contourner le délai, ça rappelle aussi cette, comment ça s'appelait déjà, la résolution sur les pouvoirs de guerre, oui, de 1973. Merci pour vos explications. Nous comprendrons désormais plus clairement ce qu'il en est réellement. Mais d'un autre côté, est-ce que cette possibilité de déclarer la guerre comme étant terminée constitue vraiment un accomplissement stratégique qu'on pourrait, pour utiliser ce terme, vendre, vendre au Congrès, vendre à son électorat et aller de l'avant, profiter ainsi de cette manœuvre politique? Non, pas encore, parce que le président des États-Unis et les États-Unis ne peuvent pas s'en aller comme ça, dans la situation actuelle des choses. Parce qu'en ayant complètement vaincu l'Iran sur le plan militaire, ils n'ont pas atteint 2 objectifs. Premièrement, ils n'ont pas réussi à récupérer l'uranium enrichi et à arrêter le programme. Ils ne l'ont retardé que d'environ 10 à 15 ans. Je ne sais pas combien de temps prendra la restauration. Probablement très longtemps, et ils n'ont pas éliminé les possibilités. L'Iran peut encore bloquer Hormuz quand il le veut. Donc ces 2 questions doivent être résolues d'une manière ou d'une autre, et en ce moment, peu importe comment, elles doivent simplement être résolues. Du point de vue de notre politique intérieure américaine, elles doivent être résolues d'ici fin mai. J'avais dit ici autrefois jusqu'au 15 mai, mais prolongeons jusqu'à fin mai, d'accord? Jusqu'à la fin du mois de mai. Cela doit être résolu tout simplement parce que nous avons un ordre du jour que l'administration est obligée de suivre, à savoir le début de l'attaque contre le Parti démocrate avant les élections, le début, pour ainsi dire, de procédures très médiatisées. Il ne doit pas y avoir de guerre pour ne pas détourner l'attention. Et la reprise, pour ainsi dire, sans mouvement inflationniste vers le bas et non vers le haut comme c'est le cas actuellement,
ainsi que la stabilisation des prix de l'essence. Parce que tu vois, hier, en passant devant une station-service, je crois que c'était à Beverly Hills, eh bien là-bas, tout était plus cher, oui. Mais néanmoins, là-bas, le diesel était à environ 8 dollars le gallon, c'est-à-dire environ 2 dollars le litre, 2,10 le litre, ce qui est tout à fait incroyable. Ce n'est pas partout comme ça, mais au moins en Californie. Mais chez nous, l'essence normale que j'utilise, mais qui est très raffinée, coûte 6 dollars le gallon. Donc c'est 30% de plus que ce qu'on payait honnêtement avant. Et donc ça fait vraiment mal. Et donc pour s'en sortir, les républicains en novembre, eh bien les républicains ont besoin qu'en septembre. Disons que chez nous, au lieu de 6 dollars, c'est devenu 4 et dans tout le pays, au lieu de 4, c'est, je ne sais pas, 2,8 ou 3,15 au maximum. Chez nous, le prix de l'essence est déterminant car il impacte tout le reste. En gros, l'administration est placée dans une situation où elle est obligée de résoudre ça d'une manière ou d'une autre, de présenter cette affaire comme une victoire. En fait, nous avons déjà fait reculer l'Iran de 10 à 15 ans, voire plus. Et la seule chose, c'est que si nous suivons cette voie, nous devons détruire leurs ports, détruire leurs terminaux pétroliers et toutes sortes d'infrastructures, les priver de toute possibilité de gagner de l'argent. Gagner de l'argent afin qu'ils ne puissent pas, avec cet argent, restaurer leur potentiel militaro-industriel. Et si Donald Trump décide qu'il va mettre fin à la guerre d'une manière que les Israéliens ne qualifieront pas de victoire, alors les Israéliens, bien sûr, auront leurs propres idées à ce sujet. Donc s'il décide d'emprunter cette voie, alors nous bombarderons cette île même. Il y a plusieurs îles là-bas, sur lesquelles se trouvent toutes sortes d'installations pétrolières. Et nous bombarderons tout ce qui est lié à la capacité de l'Iran à gagner beaucoup d'argent avec le pétrole et le gaz dans les années à venir. Dans ce contexte, il y a une déclaration intéressante. Nous allons essayer de l'analyser maintenant et de la détailler davantage. Il y a un présentateur de télévision, journaliste, blogueur. Auparavant, il était député à la Douma d'État de la Fédération de Russie, mais maintenant il est dans l'opposition. C'est Alexandre Nevzorov. Et il a raconté sur sa chaîne Telegram une histoire selon laquelle, lors d'une audition au Sénat, en répondant à une question de Roger Whittaker, à savoir si la Fédération de Russie menait réellement des actions pour saboter l'opération réussie des États-Unis en Iran, le chef du comité des chefs d'état-major interarmés des États-Unis, le général Dan Kane, il a répondu par l'affirmative, mais sans révéler de détails. Il a déclaré qu'il disposait effectivement d'informations sur la manière dont la Russie pourrait aider l'Iran dans la guerre. Et voilà qu'Alexandre Nevzorov se pose la question. Il dit « C'est intéressant, Trump a-t-il été informé ?» Et dans son style habituel, il dit qu'on a l'impression que Poutine a envoûté Trump avec une potion d'amour. Expliquer cela par une sorte de, entre guillemets, démence. Le comportement illogique du président des États-Unis, c'est impossible. Trump ensorcelé fait étrangement confiance aux paroles d'un dictateur fou, plutôt qu'à ses propres services de renseignement. Et nous nous posons cette question, Léon, et à vous aussi. Pourquoi l'administration Trump, selon l'impression de beaucoup, continue-t-elle à montrer plus de confiance envers Poutine qu'envers les conclusions de ses propres services de renseignement militaire ? Je m'excuse, de mon point de vue, c'est Nevzorov qui boit constamment cette potion, mais ce n'est pas le sujet de la discussion. Je ne comprends pas. Si vous pouvez m'expliquer votre point de vue, j'essaierai d'y répondre. En quel sens ne fait-il pas confiance aux services de renseignement ? Ils ont informé Trump, mais il ne les a pas crus, c'est bien ça ? Eh bien, cela n'a pas eu lieu. Et surtout, nous ne connaissons pas en détail les rapports entre Trump et les services de renseignement, malheureusement. Eh bien, Nevzorov en conclut cela. Après la dernière discussion entre Trump et Poutine, il semble que oui. C'est-à-dire, Sacha, nous nous connaissions à l'époque, nous avons communiqué, donc Sacha. Alexandre, il tire une conclusion des plus étranges. Il dit ceci. Il va bientôt pleuvoir, donc un angle droit fait 90 degrés. C'est-à-dire que les deux sont corrects, mais il n'est pas clair comment l'un découle de l'autre. Et de quelle manière le rapport du ministre et du commandant des états-majors américains disant que la Russie, oui, aide l'Amérique, s'est-il transformé en l'idée qu'ils ne disent rien à Trump ou que Trump fait plus confiance à Poutine qu'à eux ? Je ne comprends pas, tant pis.
Ce sont des questions rhétoriques, vous non plus n'avez de réponse, mais si jamais vous pouvez, répondez. Mais il me semble que ce qu'ils ont dit au Sénat, à savoir que la Russie aide, n'est pas une preuve que Trump ne leur fait pas confiance. Voilà, Graham, regardez. Nous pouvons simplement ajouter, dans le contexte de cette déclaration d'Alexandre Glebovitch, nous nous souvenons bien que cela s'est produit à plusieurs reprises, que ce soit à propos de l'Iran ou à propos des hackers russes qui ont aidé à gagner les élections. Et Trump avait une attitude assez ambiguë envers certaines déclarations de ses propres services de renseignement, ce qui laissait entendre ou montrait qu'il ne prenait pas ces affirmations très au sérieux. En d'autres termes, on prend un exemple du passé. Trump, lorsqu'il traversait la rue, est tombé dans une flaque d'eau, donc maintenant, chaque fois qu'il traverse la rue, il tombe dans une flaque d'eau. J'ai compris cette idée. D'accord, très bien, donc j'ai compris la logique. Maintenant, laissez-moi vous dire la chose suivante. Quand Trump a affirmé faire plus confiance à Poutine qu'à ses propres services de renseignement, il s'est avéré qu'il avait raison. Nous avons de nombreuses preuves que les services de renseignement ont menti délibérément sur ordre d'Obama. Si vous le souhaitez, nous approfondirons cette affaire, comme le disait Gorbatchev, et en ce moment nous avons une grande enquête en cours à ce sujet. En Floride, un grand jury a déjà été constitué pour s'occuper de cette affaire, et les premières arrestations ont déjà commencé. Donc c'était un ordre d'Obama de mentir au monde entier. Nous savons de qui Trump a appris cela, et c'est pourquoi il a dit « Dans ce sens, je fais confiance à Poutine. Maintenant, passons à à une question sérieuse. La Russie participe-t-elle à la résistance de l'Iran contre l'Amérique ? La réponse était la suivante. Il serait étrange qu'elle n'y participe pas. Et alors, l'Amérique ne participe-t-elle pas à la résistance de l'Ukraine contre la Russie ? Bien sûr, elle y participe. Nous n'envoyons pas de soldats là-bas, mais regardez l'armement, regardez les connexions à Starlink et tout ce genre de choses. Qui fournit tout cela ? Évidemment, c'est l'Amérique qui le fait. Et quoi, la Russie ne peut-elle pas faire la même chose, mais en miroir, en Iran ? Bien sûr qu'elle le fait, naturellement, et la Chine aussi. Et Trump le sait parfaitement, et tous les autres le savent aussi très bien. On ne nous donne pas les détails, on ne nous dit pas comment exactement, pourquoi on ne nous en parle pas. C'est leur affaire, après tout. Secret militaire. Mais bien sûr, elle aide. Vous voyez, vous venez de nous lancer une idée intéressante à méditer, que les téléspectateurs réagissent aussi. Revenons à votre déclaration. Vous aviez promis de la développer plus en détail. Alors, en quoi les services de renseignement ont-ils joué un mauvais tour à Obama dans l'histoire que vous avez évoquée ? Non, pas un mauvais tour avec Obama. Le 16 janvier, le 9 janvier 2017. 2016 ou 2017. Chez Obama, qui était encore président jusqu'au 20 janvier, tout son soi-disant conseil de guerre s'est réuni, c'est-à-dire toutes les personnes qui participaient au conseil de défense. Cela incluait la CIA, le directeur du FBI, le directeur du renseignement central des États-Unis, le vice-président, je ne veux pas continuer à tout énumérer, tous ceux qui étaient liés à la défense. Et la CIA a fait un rapport, et nous avons tous les documents à ce sujet. La CIA a rapporté ce qui suit. Nos enquêtes sur l'ingérence de la Russie dans les élections ont abouti à la conclusion qu'il n'y a pas eu d'ingérence dans les élections. Les hackers russes n'ont participé ni d'un côté ni de l'autre. Ils avaient plutôt, les hackers officiels russes, de la sympathie pour Clinton avec une explication que je peux donner plus tard si vous le souhaitez. C'est ainsi qu'ils ont décidé, mais ils n'ont aidé Trump en aucune façon, à 100%. À ce moment-là, Obama, il y a déjà 2 témoins, a interrompu la réunion et a dit « J'aimerais que vous refassiez ce rapport avant qu'il n'aille plus loin ». Brennan, qui dirigeait la CIA à ce moment-là, a demandé comment ils devaient refaire le rapport. Ils ont refait le rapport en disant que le renseignement russe et la Russie essayaient de soutenir Trump. Tout cela a été ouvertement discuté lors de la réunion. Rien n'est enregistré car cette réunion est secrète. C'est enregistré quelque part, mais pas à notre disposition. Mais nous avons déjà des preuves, des témoignages écrits, ainsi que 2 personnes qui étaient présentes là-bas, et ainsi de suite. Et Brennan a dit « Tous mes analystes sont arrivés à cette conclusion ». Obama a dit « Fais en sorte qu'ils arrivent à une autre conclusion ».
Je dois aujourd'hui, a dit Brennan, envoyer ce rapport au futur président, parce que je suis obligé d'envoyer le rapport le même jour, à la fois au président en exercice et à ce qu'on appelle le président élu. À cela, Obama a dit « retarde-le ». Et donc le 16, un nouveau rapport dans lequel il était dit que la Russie avait activement participé et ainsi de suite, a vu le jour. Et il a tout de suite été posé sur la table. Il a été apporté par Comey. Ce n'était plus Brennan, mais Comey qui l'a apporté à Trump, l'a posé sur la table et a dit « Ne t'inquiète pas, on sait bien que ce n'est pas vrai ». Voilà. Et alors Trump a demandé « Qu'est-ce que je suis ? Vous êtes en train d'enquêter sur moi ». À cela, Comey, en mentant, a répondu « Non, 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 de quoi tu parles ?» Là, il a menti et nous le savons aussi, nous le savons grâce à ses propres témoignages et à son livre. Donc non, non, pas du tout, en aucun cas nous n'enquêtons pas sur toi, je vais te protéger parce que je sais que tu n'avais rien à voir avec ça, etc. Donc cette histoire-là, elle s'est construite petit à petit pendant assez longtemps. Et maintenant, donc, en Floride, pourquoi en Floride ? Parce que Trump vivait à ce moment-là en Floride. Et tout cela lui tombait dessus, il est citoyen de Floride. Et donc, en Floride, sur place et là où le préjudice lui a été causé, ils ont réuni ce qu'on appelle un grand jury. C'est 23 personnes, contrairement à 12. Il y a 23 personnes, dont 18 votent, mais 23 se réunissent. Et ce jury a examiné tous les documents, ils ont travaillé avec eux pendant presque 1 an, et maintenant, il y a 2 semaines, il a rendu une décision selon laquelle ils ont reçu suffisamment de documents pour s'assurer qu'il y a eu des falsifications, des tromperies, et qu'il y a eu complot. Et à ce sujet, une affaire de complot visant à renverser le pouvoir légitime des États-Unis d'Amérique a été ouverte. À la tête de ce complot se trouvait l'ancien président des États-Unis d'Amérique, Barack Hussein Obama. C'est écrit Barack Hussein Obama. Il n'aimait pas écrire son deuxième prénom, mais ici, c'est ainsi. Et pour ainsi dire, cette affaire est en cours d'enquête. Comme je l'ai déjà dit, les premiers subponas, ce sont des convocations. Donc ce Comey a déjà reçu la convocation, puis il a reçu aussi la personne qui divulguait des informations de sa part, alors que Comey disait qu'il n'avait jamais transmis d'informations à la presse. Ce professeur, son ami qui transmettait des informations à la presse, a lui aussi déjà reçu une convocation. C'est-à-dire que chez nous, une affaire de complot visant à renverser le gouvernement est en train de mûrir et devrait éclore d'ici la fin du mois de mai, disons en grand, ou comme on dit, en pleine floraison. Chez nous, c'est la peine capitale. Qu'est-ce que c'est ? La peine capitale. La peine capitale ? C'est une histoire des plus intéressantes. Oui. Et dans les sources ouvertes, il me semble qu'on en trouve autant qu'on veut. Je peux vous les donner. Finissons d'abord, je vous enverrai simplement, je ne sais pas, il y a des sources que probablement vous lisez aussi comme CNN, MSNBC, le New York Times et d'autres similaires où cela est soigneusement caché. Dans toutes les autres, eh bien, je ne sais pas, si vous voulez, je peux vous envoyer quelques liens vers des personnes qui mènent directement des enquêtes. Je vous en serai reconnaissant, cela nous intéresse. Nous pouvons aussi partager cela avec nos spectateurs. Les amis, écrivez-nous, nous pouvons organiser cela. Et pour poursuivre notre conversation dans le contexte de la communication entre Trump et Poutine, comment évaluez-vous ces contacts récents, cette conversation téléphonique ? Ils ont parlé pendant 90 minutes selon les déclarations, et en même temps, la question iranienne a été discutée. Selon les informations, Poutine a publiquement exprimé son soutien à la lutte héroïque de l'Iran. C'est un message intéressant, en effet. En parlant avec Trump, celui qui bombarde l'Iran, Poutine s'adresse à Trump et dit « Voilà un soutien à la lutte héroïque de l'Iran pour sa souveraineté ». Mais cela ne donne-t-il pas l'impression que Trump permette à la Russie de jouer un rôle, je dirais même pas de médiateur, mais déjà d'un interlocuteur légitimé ? Merci. Et alors, ne faisons-nous pas la même chose en Ukraine ? Il me semble que nous disons aussi tout le temps que le peuple héroïque d'Ukraine se défend contre l'agression de la Russie. C'est autre chose, nous pensons qu'il faut arrêter et mettre fin à cela, et non pas tuer des gens. Mais nous disons tout le temps, Amérique, que le peuple héroïque, nous n'aimons pas votre gouvernement ukrainien, mais le peuple, disons, ça va. Regarde, ce sont des héros, vraiment des héros.
Donc le fait est que 80% de la population ukrainienne ne veut pas de la Russie sur le territoire de l'Ukraine, alors que 80% de la population iranienne veut l'Amérique sur le territoire de l'Iran. Donc la différence est là, rien d'autre. Vous avez dit à propos du fait que nous n'aimons pas le gouvernement ukrainien. Oui. Et qui aimez-vous? Merci. Comment ça? Eh bien, s'il y a de la haine envers eux, Tu parles des gouvernements mondiaux? eh bien, oui. Eh bien, Milei, Netanyahou, eh bien, je ne sais pas, pour ainsi dire, ce sont ces gens-là que j'aime, vous savez, j'aime manger, mais sinon non. Je vous demande cela en lien avec le contexte de cette conversation et la déclaration précédente de Nevzorov. Beaucoup en tirent la conclusion que Trump, eh bien, sa communication avec Poutine, c'est une stratégie de l'ami de façade. C'est-à-dire qu'avec la Russie, on communique, on maintient des relations ou disons une communication pour servir des objectifs plus larges. Mais en fait, ce n'est pas comme ce que vous décriviez plus tôt. Ce n'est pas que nous écoutons vraiment, mais nous faisons semblant afin d'en tirer notre propre avantage. Et je pense même que nous ne faisons pas semblant. Simplement, du point de vue du gouvernement des États-Unis d'Amérique, je m'excuse, le bruit ne vous dérange pas, parce que je peux essayer... Non, tout va bien. J'ai deux chiots qui, s'ils décident d'aboyer, c'est très difficile. Oui. Donc nous ne faisons pas semblant, nous considérons que la Russie est l'un des plus grands acteurs sur la scène mondiale. Premièrement, c'est un immense territoire. Deuxièmement, une énorme quantité de ressources mondiales. Troisièmement, il y a les frontières, les accès, etc. Quatrièmement, il possède un vaste arsenal nucléaire. C'est-à-dire que ces 4 points font de ce pays, disons, un acteur auquel il faut prêter attention. De la même manière, la Chine est un acteur auquel il faut prêter attention, et il y en a encore quelques autres, disons, de moindre importance. Et nous pensons qu'un ordre mondial normal ne peut pas être, disons, organisé. Il ne peut pas être organisé si la Russie n'y participe pas. Avons-nous des visions différentes du monde? Oui. Avons-nous des visions différentes de la vie? Oui. Nous n'approuvons pas beaucoup ce qu'ils font? Oui. Eux non plus n'approuvant pas beaucoup ce que nous faisons? Oui. Mais en même temps, c'est un pays solide avec un fort potentiel, et il serait très stupide de faire semblant qu'ils n'existent pas, qu'ils ne sont pas importants. Ils sont importants. En même temps, si l'on en croit les médias, nous assistons actuellement à un véritable ping-pong politique. L'Iran a récemment soumis de nouvelles propositions de paix via des médiateurs comme le Pakistan concernant l'ouverture du détroit d'Ormuz. En contrepartie de la levée du blocus, le dossier nucléaire serait reporté, ainsi que des demandes de réparation et des garanties de sécurité. Selon les rapports d'Al Jazeera, Axios et Reuters, Donald Trump, de son côté, a exprimé son mécontentement face à cette proposition. Pourquoi? Eh bien, sans une résolution immédiate du problème nucléaire, il n'y aura pas d'accord. Dans quelle mesure ces propositions iraniennes reflètent-elles une véritable faiblesse du régime? S'agit-il d'un jeu tactique entre factions en Iran, une guerre interne et un centre de pouvoir occulte, comme beaucoup le disent actuellement? Nul ne sait s'il y a une guerre entre les factions là-bas. Ce ne sont que des spéculations. Le fait qu'ils tiennent des propos contradictoires et semblent se disputer ne signifie pas forcément que c'est réel. C'est l'image que nous percevons sans savoir si elle est vraie. J'ai vécu assez longtemps en Orient. Cela veut dire qu'on ne peut jamais croire un seul mot de qui que ce soit. Il faut juger par les actes, et il faut toujours vérifier si, de l'autre main, on n'est pas en train de te faire les poches. Les Perses et les Iraniens sont une nation très ancienne. Ils négocient depuis très longtemps, ils aiment négocier, ils savent comment le faire, et ils ont toujours non pas 3 mais 33 idées en tête lorsqu'ils mènent ces négociations. C'est pourquoi nous ignorons ce qui s'y passe. Que savons-nous alors? Nous savons que ces personnes qui se trouvent à 300 ou 500 mètres sous terre, elles se moquent complètement que tout soit détruit à la surface ou non. Vraiment, ça leur est totalement égal. Donc, exactement comme vos dirigeants, comme les dirigeants russes, comme, la majorité des dirigeants américains. Avec Donald Trump, la situation était particulière, c'est un dirigeant très atypique, une histoire à part. Mais il se moque complètement et absolument de la façon dont le peuple vivra avant, après ou à la place. Absolument rien d'autre ne les intéresse. Ils ne se préoccupent que d'une seule chose, ne pas être pendus et ne pas perdre le pouvoir. Rien d'autre.
Le pouvoir iranien, peu importe comment il est divisé là-bas, en 24, en 2 camps, en 16 ou Dieu sait, un seul camp. Ils ont inventé eux-mêmes le deuxième et font semblant. Tout ce qui les intéresse, ce sont 2 choses. Premièrement, qu'on ne leur enlève pas la vie et qu'on les laisse au pouvoir. Ils ne peuvent agir qu'en restant longtemps dans leur sous-sol, surgissant pour tirer ou exploser quelque chose, puis rentrant et fermant la porte, ce qui nous empêche de les atteindre. Nous pourrions les atteindre seulement si nous envoyions là-bas 150 000 soldats, mais alors beaucoup de gens mourraient, et jamais de la vie, le Congrès n'accepterait cela et Trump non plus n'irait jamais jusque-là. Et à part nous, il n'y a aucune force qui serait prête à y aller, qui pourrait, même pas prête, mais qui pourrait y aller et nettoyer. Leur armée locale ne suffit pas, ils ne veulent pas. La population locale non armée n'est pas suffisante, il n'y a pas tant de Kurdes, les Azerbaïdjanais, il y a 20 millions d'Azerbaïdjanais qui vivent là-bas, ils ont des armes et tout le reste, mais ils n'iront pas en Iran, à Téhéran pour nettoyer tout ça sur les différentes côtes. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils peuvent rester là aussi longtemps qu'ils auront de la nourriture, de l'eau et de l'électricité. Et ça, je pense qu'ils l'ont construit pendant des années. Combien, 60, 30 ans, ils ont dépensé 60 milliards ou peut-être 160 milliards, personne ne sait exactement. Là-bas, il y a tout un système, des villes entières, ils peuvent s'y cacher autant qu'ils veulent. Pour moi, c'est un jeu, ils prétendent avoir plusieurs factions. Eh bien, peut-être que certains veulent vraiment se rendre aux conditions américaines pour, disons, rester au pouvoir. Tant pis, le Venezuela, peu importe. Peut-être que quelqu'un croit que les habitants vont juste l'attraper et le pendre par les pieds. Parce qu'ils y ont fusillé 35, voire 40 000 personnes qui manifestaient, qui participaient à des manifestations pacifiques. Il est possible qu'il y ait un désaccord à ce niveau, mais il sera très difficile de les faire changer d'avis. Ils se moquent de ce que nous bombarderons et de tout le reste. Leur seul but est de survivre et de garder le pouvoir, et je pense qu'ils y arriveront. D'ailleurs, de nombreux critiques disent que Donald Trump manque l'occasion de geler le conflit et de se concentrer sur la Chine. Pensez-vous que la ligne dure visant à détruire complètement l'infrastructure nucléaire de l'Iran et en général les actions entreprises actuellement sont justifiées, même si cela prolonge la guerre? Non? Non, la guerre, et c'est bien plus importante pour nous. Pour nous, en Amérique, notre politique intérieure est en réalité bien plus importante, car elle finit par devenir mondiale, que la situation particulière avec l'Iran. Et avec l'Iran, c'est une situation particulière. Il fallait arrêter l'Iran, à mon avis. Comment cela a été fait, bien ou mal, ce n'est pas à moi d'en juger, je n'ai pas toutes les cartes en main, comme on dit. Je n'ai pas toutes les informations. Mais d'après les informations que j'avais, il fallait le faire, c'était nécessaire. À un certain moment, tous les présidents américains l'ont promis, mais personne ne l'a fait. Il s'agissait d'essayer de tout détruire en Iran autant que possible. L'Irak avait un réacteur, ils l'ont frappé, il n'y en a plus. En Syrie, ils construisaient un réacteur, les Nord-Coréens justement. Ils l'ont détruit, il n'y en a plus. Mais en Iran, ils s'y préparaient depuis des décennies, et tout cela était beaucoup plus dispersé à différents endroits, donc simplement tout détruire, comme l'ont fait les Américains et les Israéliens en janvier, n'a pas suffi. Donc il fallait, quand une personne te dit « je vais acheter un fusil maintenant, dès que je l'aurai acheté avec les cartouches et le fusil, je tuerai tes enfants ». Tu peux voir ça comme une blague, mais pas moi. J'essaierai de lui donner un coup de barre dans le front, même s'il n'a pas tiré sur mes enfants, mais sur ceux des autres. Il a montré comment il tirait sur les enfants, mais pas sur les miens. Moi, je n'attendrai pas qu'il achète ce fusil. J'essaierai de me débarrasser de lui, mettre le feu à sa maison ou faire autre chose. C'est pourquoi je pense que l'attaque contre l'Iran était nécessaire. C'est vraiment une bassesse. Il n'y était pas obligé, mais c'est une bassesse que l'Europe ne se soit pas jointe à nous. Parce que l'Iran avait promis de faire exactement la même chose aux capitales européennes qu'il avait promis de faire à Washington. Qu'il l'ait fait ou non, c'est une autre histoire. Il a juste menacé de tuer mes enfants. Pour cela, il devait mourir. Donc ils ont bien fait, c'est la bonne décision. Dire si c'est techniquement correct, je ne sais pas. Ils ont eu raison de les arrêter. Maintenant, ils les ont repoussés de 10 à 15 ans, ce qui est peut-être suffisant. Dans 10 ans, on repartira peut-être pour les repousser encore de 10 ans. Je ne sais pas. Je continue. Si je demande à propos des risques et de la justification de tout cela, c'est parce que vous en avez déjà parlé à partir de votre propre expérience.
Des informations indiquaient que les réserves commerciales de pétrole aux États-Unis diminuent rapidement à cause du blocus de l'Iran et de la fermeture du détroit d'Ormuz. Les acheteurs asiatiques privilégient le pétrole américain sur les conseils de Trump, provoquant déjà une hausse des prix de l'essence et des risques de pénurie. Comment peut-on expliquer à un simple électeur américain pourquoi le slogan America First, qui résonnait auparavant dans la politique du Moyen-Orient, se traduit pour l'instant simplement par une hausse des prix dans les stations-service et les aéroports américains? Eh bien, c'est justement le plus gros problème. C'est pourquoi j'ai dit que Trump est obligé de régler cela dans le mois à venir et qu'il doit commencer à faire baisser le prix de l'essence dans les 2 mois. Parce qu'il est difficile d'expliquer à quelqu'un dans l'Iowa ou dans le Montana qui rentre du travail, s'arrête à la station-service et se retrouve soudain à payer 1,5 fois plus cher qu'avant. Il ne comprend pas cela. Parce que c'est un coût porté à son tracteur et au coût de son blé ou de l'essence ou de tout ce qu'il utilise pour transporter cela en ville. Autrement dit, cela grignote ses profits. Et il est obligé soit de gagner beaucoup moins. J'ai des connaissances, ils ont une entreprise avec de gros camions poids lourds, n'est-ce pas? Ils affirment travailler à l'équilibre depuis 2 mois. Ils continuent sans augmenter, espérant que cela finira. Ils ont dit 1, 2, 3 mois, on pourra travailler à l'équilibre, non? Mais ensuite, nous devrons soit arrêter, soit augmenter les prix. Tout le monde veut que cela finisse. Tous étaient prêts à supporter et endurer. Mais la vie dans le pays compte plus pour eux que ce qui est lointain. Il a d'abord promis de s'occuper des bombes atomiques, d'Israël, puis de quelque chose d'autre, puis de l'Amérique. Eh bien, le fermier de l'Iowa n'est pas vraiment préoccupé par ce que l'Iran a promis. C'est pour cela qu'il élit un président, pour que le président réfléchisse à ce genre de choses. Mais à un certain moment, quand 2 fois par semaine les gens voient qu'ils paient plus à la station-service, puis qu'ils vont faire les courses béton avec leurs femmes le dimanche et découvrent qu'ils ont payé 1,5 fois plus que le dimanche précédent, ça les agace. C'est ce moment-là, il me semble, comme on dit, où le porte-monnaie finit quand même par l'emporter. Oui, Il l'emporte toujours. Le porte-monnaie l'emporte toujours. mais en même temps, j'ai commencé avec un sujet. Il y a aussi une publication du Wall Street Journal qui rapporte que la dette publique des États-Unis au 30 et 1 mars 2006 a dépassé 100% du PIB. Ici aussi, nous arrivons à la même question logique, laquelle l'administration Trump ne risque-t-elle pas alors de répéter les erreurs des administrations précédentes lorsque des ambitions extérieures ou géopolitiques menaient simplement à des conséquences incontrôlées, dans le contexte actuel, par exemple, à une augmentation de la dette? Oui, je suis absolument d'accord avec cette conclusion. Wall Street Journal, parce qu'en résolvant un problème, comme on dit, on s'en crée beaucoup d'autres nous-mêmes. C'est différent, à mon avis, et je ne suis pas agriculteur dans l'Iowa, à mon avis, ce qui se passait là-bas en Iran pouvait devenir un problème tellement énorme qu'il fallait absolument le résoudre, même au prix de ce qui se passe actuellement. Mais maintenant, il faut y mettre fin. Et soit on s'arrête, soit on dit « D'accord, nous avons accompli cela, nous avons arrêté l'Iran pendant 10 ans, nous déciderons quoi faire ensuite dans 10 ans, et maintenant nous allons nous occuper de nos propres affaires. » Quand Donald Trump promet de révéler des informations sur les ovnis, ne pensez-vous pas qu'il essaie simplement de détourner l'attention des problèmes internes? Non. Personne n'échappera aux problèmes internes. Rien ne fera oublier le prix de l'essence et des produits de première nécessité. Non, non. Faire des ovnis l'opium du peuple, ça ne marchera pas. En conclusion, votre avis sur, si on peut l'appeler ainsi, la rancune de Trump, mais nous voyons les conséquences. Il promet en quelque sorte de retirer les troupes américaines d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, en motivant cela par le fait que ces pays n'ont pas aidé les États-Unis lors de l'opération iranienne. En se basant sur sa déclaration, dans quelle mesure s'agit-il d'une technique classique de Trump, c'est-à-dire de tester les alliés? Et, eh bien, excusez-moi, sans vouloir offenser personne, c'est juste pour discuter, n'est-ce pas? Ou s'agit-il d'une véritable réévaluation stratégique de la présence et d'un véritable plan? Vous savez, j'ai essayé de comprendre et j'ai même posé ces questions à l'intelligence artificielle, de différentes manières.
En quoi est-ce mauvais pour l'Allemagne et l'Italie si la moitié des troupes partent de là-bas? En fait, ils ne comptent laisser personne, oui, ils comptent en retirer la moitié. En fait, la conception des États-Unis a changé, ce qui s'appelait la doctrine Monroe, maintenant Trump l'a appelée la doctrine Donroe, donc Donald Roe, n'est-ce pas? Et cela signifie un transfert d'attention du continent européen vers le monde le plus proche, pour ainsi dire, qui nous entoure, c'est-à-dire l'Amérique latine. Et en quelque sorte, c'est routinier et cela devait arriver, la réduction du nombre. Combien de troupes gardons-nous là-bas pour vous? Nous maintenons 70, 80, 90 000 personnes en Allemagne. Pourquoi? Eh bien pourquoi? Si encore ils nous payaient, mais pour ça, je comprendrais, tu vois. Bon, d'accord, on aurait été des mercenaires, mais là on dépense notre propre argent. Pourquoi faire? Donc c'est pour protéger? Bon, c'est clair qu'on protège. On protège les nôtres, nos propres navires, nos propres routes, on projette notre puissance, pour ainsi dire, et tout le reste. Tout ça, c'est clair. Mais je ne comprends pas comment on va punir l'Italie en retirant, disons, 20 ou 30 000 soldats qui sont là-bas, si on en retire 15 000 d'Italie. Donc c'est probablement un inconvénient, oui. Eh bien, là-bas, il y a des petites villes à côté de nos bases, qui en général vivent et gagnent de l'argent grâce aux soldats américains sur place. Je comprends, cela représente quelques milliards, n'est-ce pas? Mais en quoi cela serait-il mauvais? Qu'est-ce qui arriverait de mal en Italie? Je ne comprends pas. Peut-être qu'il y aura quelque chose de mauvais, peut-être que c'est pour cela que Trump veut obtenir qu'ils donnent quand même 5%, c'est-à-dire ce qu'ils ont, en quelque sorte, promis de donner 5% de leur PIB à la défense. Ah, parce que je ne sais pas, bon, on les retire et après... D'un autre côté, si on analyse, l'Union européenne perd progressivement deux facteurs. Le premier, c'était économique à l'époque, avec les ressources énergétiques bon marché de la Fédération de Russie. Le deuxième, ce que nous observons actuellement, c'est la sécurité. La sécurité qui a été assurée par les États-Unis d'Amérique. Et en fait, c'est ce qui a maintenu le succès financier de l'Europe pendant des décennies. En Angleterre, il y a d'énormes réserves de pétrole en mer, vraiment énormes. La Norvège nage dans le pétrole, le Danemark nage dans le pétrole. En Norvège, on peut même dire que le communisme est arrivé, parce qu'ils prennent en charge la moitié de toutes les dépenses des gens, donc il n'y a pratiquement rien à payer. À cause de cela, la vie là-bas est devenue ennuyeuse et monotone. Personne ne part de là-bas, personne n'y va non plus. C'est ennuyeux, gris pour ainsi dire, etc. Mais au moins, on ne manque de rien. En Angleterre, il y a beaucoup de pétrole. Pourquoi ne l'exploitent-ils pas? Je ne sais pas, peut-être que les chers ou la Russie les ont soudoyés, ou qu'ils sont devenus fous, ou autre chose. En somme, ils refusent l'énergie bon marché, préfèrent dépendre de la Russie et payer plus cher. Je ne sais pas pourquoi. Les amis, si vous savez pourquoi, dites-le en commentaire. Léon Weinstein était l'invité de cette émission. Léon, merci beaucoup pour cette conversation, pour votre point de vue. À bientôt sur notre projet Polyteka. Au revoir.